Bonjour et bienvenue dans le dernier clic, votre podcast tech, IA et no code. Je suis en compagnie de Lulu pour un épisode sur les outils. Ça va Lulu? Ça va et toi? Ah oui. Et en plus, on va voir ce que ça donne, parce que voilà, vous ayez un petit peu les coulisses. Pour une fois, on enregistre le matin plutôt que l'après-midi après manger, sur la digestion au moment de la sieste. Matin, Enfin non, matin, matin, ouais, on a un peu glissé, on a entre midi et 2, mais c'est pas grave, on va voir si justement ça nous fait un petit épisode, plus court parce qu'on aura faim et qu'on voudra aller manger. Et voilà, être avec une approche un peu particulière. Donc pour ceux et celles qui nous découvrent avec cet épisode, on alterne en fait chaque semaine un épisode sur les outils, sur nos outils numériques et ce qu'on aime bien utiliser. Et on va en parler un peu de ce qu'on fait avec et voilà, des choses qui nous interpellent. Et les autres semaines, on a des épisodes plus thématiques où on a eu, jusqu'à présent un épisode sur les lunettes connectées et un autre épisode la semaine dernière sur l'IA et les fondamentaux de l'IA générative, comment elle fonctionne, vraiment de base en fait, et qu'est-ce qui se passe derrière. Voilà, donc on vous invite à aller les écouter si c'est pas le cas et on avait aussi fait déjà une petite présentation un peu des outils et de notre vision vis-à-vis des outils. Donc voilà, les bases sont déjà posées. On vous invite à aller consulter ces épisodes si c'est pas déjà fait, voilà, pour que vous ayez un peu notre vision. Et là, aujourd'hui, on va discuter, directement un peu de d'outils, d'actu et de choses comme ça, qui nous concernent. Lulu, est-ce que ça te va? On est parti? bah, c'est parfait, on a pas mal de choses à raconter, je pense. Bon, on n'a Ouais. pas forcément bien préparé, ça va être plus en mode discussion, mais voilà. Oui, oui, un peu comme, je veux dire comme d'hab, mais peut-être un peu plus encore que ouais, au feeling que d'habitude. Alors, déjà, je vous mettrai en lien justement en description de cet épisode, vous inviter très fortement à aller lire la newsletter de Tariq Krim, qui est, quelqu'un de brillant qui parle dans ses newsletters de souveraineté, enfin non, souveraineté, c'est juste un petit bout de tout ce qu'il va dire, mais en gros qui va remettre la tech en contexte avec une approche très orientée, géopolitique, compréhension de l'écosystème, mettre en avant des points aussi que vous n'allez pas trouver dans d'autres médias, dans d'autres, newsletters et voilà avec des éléments qui peuvent être très précis, très pointu sur ce qui se passe, vraiment plus dans des directions au niveau des États, de ce qui est décidé. Au niveau des boîtes aussi, vous aurez des choses et des éléments que vous ne trouverez pas forcément ailleurs. Il avait fait des newsletters il y a pas longtemps, notamment quand il parlait justement de Palantir, des choses comme ça, où il y a des choses très, très intéressantes. Mais, de manière générale, en fait, c'est une newsletter que je vous recommande parce qu'elle aborde la tech d'une manière assez critique et voilà, avec un regard que vous aurez pas ailleurs et qui va davantage dans le sens de la souveraineté et de la résilience. Et il a fait, j'en parle là parce que bon, alors déjà, j'avais découvert cette newsletter l'an dernier, parce qu'Alexis Kovalenko, dont je vous recommande aussi très fort le travail, on va reparler juste après de lui, voilà, on avait parlé dans un podcast et donc c'est une newsletter que je suis depuis un moment, qui a une déclinaison gratuite qui est déjà très chouette, une déclinaison payante avec des articles encore, un peu plus fouillés, on va dire et d'autres analyses. Et il a fait un article cette semaine dont la version gratuite est déjà, très conséquente. En fait, en payant, c'est juste des liens vers d'autres newsletters sur celui-ci et qui synthétise un petit peu la vision et ce qu'il défend depuis 2 ans, grosso modo et où il revient, en fait, sur les changements d'internet depuis 2020 et comment ça se constitue. Il va revenir aussi sur les enjeux qu'il y a en ce moment côté IA, le fait que ce soit des paris au niveau des boîtes, comment ça impacte justement, les États et leur façon de gérer ça. L'aspect géopolitique aussi, puisque, on a bien vu que les États-Unis, particulièrement cette année, se sont retirés d'un certain nombre de choses dans le dans le milieu tech, on va dire, qui marque une vraie scission et qui nous oblige à penser différemment. Sa newsletter est très, très bien. Allez y jeter un coup d'œil, mais particulièrement cet article parce qu'il synthétise un peu tout. Mais voilà, moi je vous invite à la suivre, par la suite et d'ailleurs Lulu, je sais que je te l'avais partagé, pardon et que tu m'as dit que tu avais bien aimé. Je sais pas si tu avais des choses sur lesquelles tu voulais revenir ou qui t'avaient fait réagir un peu sur ce qu'il disait? Bien aimé, enfin, oui, Oui, attends, ça suit des réflexions que j'avais. Bah, après, comme dit, ça fait un peu bader quand même, mais je pense que c'est important d'avoir ces réflexions maintenant, tant que les technologies sont un peu voilà, il y a pas vraiment encore de cadre, donc c'est aussi à nous citoyens d'essayer de construire ce cadre et d'influencer. Il y a quand même des choses qui se passent en Europe, même si
on veut dire, «Oui, mais on retarde, l'innovation et tout ça». Là, si on pense, l'intelligence artificielle ou, tous ces enjeux technologiques et qu'on va penser plus, citoyenneté, égalité, enfin éthique et qu'on le pense dès la construction de ces systèmes, heu, ça sera mieux que de se dire après coup, bah, on n'aime pas le monde dans lequel on vit. Donc bah, après c'est quelque chose qui me touche vraiment au niveau de un peu de comment aussi est-ce qu'on pense, qu'est-ce qu'on délègue, comment est-ce qu'on continue à réfléchir par soi-même et surtout dans un monde où les informations sont déjà où il y a énormément d'informations et c'est très compliqué de comment dire? D'avoir plusieurs points de vue qui sont un peu nuancés, donc c'est pour ça que j'avais beaucoup aimé cet article. Il donne pas vraiment de camp ou ce genre de choses, c'est un peu à nous de réfléchir. Non, bah, oui et puis en plus il aborde, enfin, il nomme un point qui est assez intéressant et dont on a déjà parlé là, enfin, qui revient dans un peu tout ce qu'on lit et ce que tu as abordé aussi. Il parle d'autonomie cognitive et c'est vrai que, bah, du coup, ça fait partie des choses fondamentales dont on a besoin aujourd'hui, de savoir à quel moment on se pose pour réfléchir et effectivement, on entend parler du fait de déléguer à l'IA. On pourrait, d'ailleurs, je pense qu'on pourra peut-être mettre le lien, si j'y pense, en description d'un autre podcast que tu m'avais fait écouter là, sur, Oui, son nom m'échappe. le tilt, Ouais, sur le tilt où les 4 effectivement épisodes, du mois qui sont vraiment très, très bien pour aborder différents aspects de l'IA. il y avait alors déjà, il y avait les 4 épisodes du mois et il y en avait un dans le lot qui parlait plus spécifiquement des impacts sur justement notre aspect cognitif avec, qui vulgarisait un petit peu certains concepts que vous avez peut-être entendus ailleurs, mais qui peuvent se résumer sur le fait que plus on va déléguer à l'IA, ne plus faire les choses, plus on perd en compétences. Plus on utilise l'IA, plus notre langage est altéré et on perd aussi du coup, en capacité de raisonnement et en capacité d'expression et en capacité de compréhension. Et après, bon, il y avait 2 autres cas, mais qui induisent, du coup, des comportements qui sont problématiques à l'échelle des boîtes puisque, en fait, plus on va devenir flemmard, plus on va faire du boulot de mauvaise qualité, plus on va impacter nos collègues, plus ça va impacter aussi la communication, plus ça va impacter notre rapport du coup, à nos clients et à notre production. Moins on fait les premiers travaux de réflexion à la place de l'IA et moins on s'en sert comme assistant, du coup, moins on est en mesure, ne serait-ce que de penser et d'être en capacité de faire ces choses-là. À contrario, plus on va utiliser de l'IA pour faire 15 trucs en même temps et avoir plein d'agents qui font plein de choses, plus on va se cramer le cerveau un peu à faire, plein de choses en même temps et avec, un effet, enfin levier dans le mauvais sens et que, du coup, plus tu délègues et tu fais, de choses, plus ton taux d'erreur augmente puisqu'en fait, tu vas avoir une fatigue, très, très violente et enfin, du coup, le taux d'erreur généré, c'était quelque chose d'assez important. Je crois qu'on parlait de 30 à 40 de chances de se tromper derrière puisque, du coup, le cerveau est sursollicité. Donc on se retrouve dans un effet complètement contre-productif et voilà et après bon, les études ont montré que déjà depuis l'arrivée de l'IA, on nous vend le fait de bosser, plus vite, bosser mieux et la réalité c'est que, on bosse pas moins déjà d'une part, avec ça et que les 2 grosses familles qu'on voit beaucoup aujourd'hui, ça va être, soit d'aller, dans une logique d'hyperproductivité pour en faire, beaucoup plus, pour le même temps et soit de vouloir faire mieux, du coup pour le même temps avec les moyens, pas vouloir en faire plus mais vouloir faire mieux. Moi, ce qui me pose, problème déjà avec ces 2 grandes visions quand on va s'affronter, alors déjà, la vision qui consiste à se dire: «On va bosser mieux pour pas bosser plus», déjà on la voit pas beaucoup et quand bien même, moi ce qui m'emmerde avec ça, c'est, que je vois pas peu passer de positionnement qui consiste à se dire: On va vraiment en profiter pour travailler moins en fait». On a des outils qui permettent de bosser mieux. On pourrait même le faire, juste, travailler moins et se poser d'autres questions et de mettre le temps à profit dans plein d'autres sujets et voilà, ça a pas du tout l'air d'être la tendance, ce qui m'inquiète un peu, mais bon. Il y a vraiment cette chose de produire plus, mais produire pourquoi aussi? Et
on évite un peu de se poser ces questions, mais ça voudrait dire on continue de produire de la même manière en travaillant moins. Mais après, qu'est-ce que les gens vont faire? Enfin, là, on est, ouais, dans cette logique un peu d'hypercroissance et j'ai l'impression qu'il y a c'est compliqué de s'arrêter. Produire plus de je recherche le nom de la loi, enfin, j'essaye de rechercher, pendant pendant que tu parlais. Tu La sais loi, qu'en dis-moi. fait, on en gros, tu as une nouvelle énergie qui arrive et elle permet de moins consommer, que la précédente. Enfin, par exemple, comme quand tu as les LED qui sont arrivés par rapport aux ampoules, halogènes et qu'on se dit que ça va baisser la consommation, mais plutôt que de continuer à avoir les mêmes usages, on va juste utiliser beaucoup plus de LED et au final, ça fait qu'on utilise quand même beaucoup plus, alors qu'on vendait que c'était plus économique, plus mieux pour l'environnement et tout ça, mais on se retrouve juste à en utiliser plus et voilà. Donc j'essaye de retrouver le nom de cette Ouais, loi. bon, je pourrais pas t'aider là-dessus parce que je sais pas si je l'ai déjà connu, enfin, le nom en tout cas. Bon, voilà, en tout cas, quoi qu'il en soit, cette, newsletter, je vous la recommande. On mettra dans la description aussi justement les liens vers le Tilt et les épisodes en question qui sont très chouettes et que je vous conseille, d'écouter. Là, la thématique des mois sur l'IA était très chouette. J'en reviens aussi, bah, du coup, je vous avais dit avant que j'avais découvert la newsletter de Tariq Rim à travers le travail d'Alexis Kovalenko. Donc Alexis et ce qu'il fait, je vous le recommande aussi beaucoup puisque c'est un acteur très important de l'écosystème no code depuis le début du mouvement en France. Il a fait énormément de choses et depuis l'an dernier, il s'est vraiment orienté et spécialisé sur la partie vibe coding. Donc pour ceux qui ne voient pas ce que c'est le développement assisté par IA, globalement. Et d'ailleurs, il vient même de sortir un bouquin, dernièrement que j'ai acheté, que j'ai pas encore lu, je l'ai pas attaqué. Je sais pas si tu l'avais pris toi finalement, lu ou pas? Si Je compte le prendre, mais pour l'instant, j'ai déjà une grosse, pile, oui, de non, ouais, non, livres à c'est pas lire, mais donc non, c'était pas pour te jeter la pierre si tu l'avais pas encore, c'était plus pour savoir si justement tu avais, commencé toi à le lire et que tu avais un petit, débrief à faire dessus ou pas, mais pas encore. Donc pourquoi je parlais aussi d'Alexis? Alors voilà, déjà, il fait des podcasts, il fait des livres, il fait plein de choses, allez, voir ce qu'il fait si le sujet du vibe coding vous intéresse et ça m'a amené donc à travers, alors lui et Tariq Rim ont tous les 2 des stacks, alors minimalistes, en tout cas un peu plus minimalistes que la moyenne. Donc côté Alexis, j'aime bien son approche où en gros, il va bosser avec du Claude en tant qu'assistant avec le forfait classique à 20 € dans son quotidien. Il va s'appuyer sur de l'open source avec OpenCode pour aller faire du développement assisté par IA, du vibe coding et justement avec la possibilité d'aller travailler avec des modèles open source qui sont moins chers, enfin open source ou open weight. Mais en tout cas, voilà, des modèles plus ouverts et du coup de pas être dépendant et tributaire d'un seul acteur. Et derrière, après, il utilise aussi du Obsidian dont Lulu, tu nous as déjà bien parlé dans le premier épisode sur les outils, donc l'épisode d'il y a 2 semaines. Et voilà, et en fait, c'est ces 3 gros outils de travail. Bon après, j'imagine qu'il y a d'autres choses, mais en tout cas, c'est voilà, ce sont ces outils de productivité de travail quotidien et je trouvais ça intéressant. Alors déjà, la démarche, le fait d'aller justement sur des choses un peu plus ouvertes, de pas être, dépendant et pro de d'outils américains, de pas être tributaire que de ça. C'est quelque chose, voilà, sur lequel je me reconnais, je suis dans la même démarche depuis un moment. Pas forcément avec la même stack d'outils, mais dans la même démarche. Et Tariq Rim, lui, il a poussé le truc là dans une des dernières newsletters. Il parlait du fait qu'il avait, bon, acheté un nouvel ordi et dessus, il avait juste mis son navigateur, Claude et un éditeur de Markdown, Beer, je crois qu'il utilise. Enfin voilà, OK, ouais. c'est pas du Obsidian, mais en tout cas, c'est un outil aussi de prise de notes directement en Markdown. Il questionnait le fait de: «Est-ce qu'il y a besoin de plus aujourd'hui?» Donc après, dans le navigateur, on a accès à toute notre suite d'outils, classiques, hein, ce qui va être, les mails, le calendrier, le Drive, toutes ces choses-là. D'ailleurs, je continue de vous dire que Proton, c'est très, très bien là-dessus et je crois que j'avais même pas dit dans le premier épisode que la suite Proton, qui est suisse, elle est, open source, sécurisée, donc orientée confidentialité. Ça je l'avais dit, mais je crois que j'avais pas précisé qu'elle était open source et donc
il a cette approche d'avoir juste du cloud et en gros, ce qu'il expliquait, c'est à quoi ça sert encore aujourd'hui d'avoir des suites d'outils, type, Word, Excel, et toutes ces choses-là quand en fait, ce type de documents, on peut les produire directement avec Claude aujourd'hui. Questionner aussi le fait que, bah, ce qu'amène l'IA et le fait que justement que ça puisse, créer des documents comme ça, qu'on se retrouve avec, ce type d'assistant puisque Claude maintenant arrive dans Word, arrive dans Excel, et un petit assistant un peu partout. Vu que Copilot, rappelons-le quand même que Copilot s'est bien viandé, puisque je crois qu'ils ont, réussi à convertir que 3 de leurs utilisateurs sur, je sais plus, 470 000 000, je sais plus combien ils en ont. Un truc, massif qu'avait Microsoft et ils ont converti personne parce que leur IA est éclatée. Mais ça pose du coup, ça pose la question de qu'est-ce que vont devenir les suites bureautiques classiques et je pense que c'est des vrais enjeux côté justement Microsoft, Google de se dire: «Ben, en fait, maintenant qu'on commence à avoir des assistants qui peuvent créer les documents que nous, on permettait de créer à travers des interfaces et qu'on faisait payer à la licence utilisateur et tout, si demain les gens juste avec un assistant IA, ils peuvent, produire les mêmes documents et qu'ils ont juste besoin d'un truc pour consulter, il y aura peut-être pas besoin ils vont peut-être pas tous payer, des licences par tête, et ainsi de suite. Ça va Ouais, enfin voilà, ça va clairement avoir une incidence. Je sais pas encore comment ça va se comporter côté entreprise, mais en tout cas ça questionne et c'est vrai que, bah, du coup, quand on utilise du no-code, enfin, preneur de ton avis là-dessus, mais typiquement, je sais que depuis que j'utilise Notion, ça fait 6 7 ans que tout ce qui est bureautique traditionnel, je m'en suis servi que très rarement quand j'avais des besoins clients, quoi. Du Word, du Excel, j'évite ça, comme la peste. Bah, après, j'ai pas jamais eu un travail, tu vois, qui nécessitait d'être sur du tableur et genre en finance, des choses comme ça, ils en ont toujours besoin, tu vois? Ça reste mieux que plein d'autres choses, mais Pas forcément que finance, je pense que dès que tu sors d'entreprises, qui sont pas forcément dans la tech et encore, je vois ma belle-mère, elle, bah, par exemple, elle utilise aussi beaucoup d'Excel ou ce genre de choses, alors qu'elle bosse dans un département informatique dans une banque. Et sinon, bah, moi, enfin, c'est vrai que dans le bureau d'études, c'est vraiment la suite qu'on utilise, hein, le truc, par défaut avec, les formules, dans le tableur parce que c'est ce qu'on connaît. Il y a encore énormément de boîtes qui utilisent, ces suites parce que c'est le truc par défaut, c'est le truc qu'on te propose d'installer avec Windows, quand tu achètes les PC, pour les collaborateurs. Je sais pas encore si, ça va complètement changer parce qu'on pourrait se dire: «Ouais, bah, là, avec l'arrivée de Notion et tout ça, on ça aurait déjà pu, partir ces outils-là» et pourtant on voit qu'il y a encore énormément de gens qui les utilisent et le ouais. shift s'est pas forcément fait. Après ça prend du temps, hein, parce que Notion, mine de rien, en pas longtemps, je sais plus combien ils ont d'utilisateurs, mais ça se compte en millions quand même, hein. Oui, oui, ils ont dépassé les 100 millions il y a un an et demi, hein, donc maintenant ça doit être beaucoup C'est plus. ouais, les 100 millions d'utilisateurs, tu vois, c'était en septembre 2024. Donc je sais pas où ils en sont en 2026, mais enfin 100 000 000, on est plus sur un petit outil à la marge, tu vois? Ah non, 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 mais c'est vrai que de toute façon, même avec leurs, produits, donc Notion Calendar, Notion Mail, on voit vers où ils veulent aller. Ils avaient aussi racheté un outil de messagerie instantanée, donc peut-être pour aller concurrencer Slack et ce genre de choses aussi. C'est ce qui manque aujourd'hui, je dirais, à Notion. Mais oui, après ils veulent, concurrencer, mais je pense que pour les boîtes déjà installées, enfin, je pense que c'est plus simple quand tu crées ta boîte et que tu te poses la question de Oui, ta oui. stack technique. Donc c'est peut-être plus du côté des entreprises jeunes. Non, oui, après, enfin, je veux nuancer, je veux pas dire que ces produits vont disparaître du jour au lendemain. Effectivement, ils sont implantés très fort dans les boîtes et ce genre de choses, mais autant le tableur a encore de l'intérêt dans certains cas, mais déjà, on sait que le Excel est très mal utilisé dans la plupart des boîtes où en fait, il est juste détourné et il devrait être remplacé par d'autres outils ou des bases de données relationnelles ou Et plein de Excel choses is qui not a database. voilà, exactement. Donc ça déjà, ça à prendre en compte, la mauvaise utilisation des outils qui sont faits et ce qu'on appelle, généralement le shadow IT. Donc le fait que les gens vont se construire des petits outils sur mesure dans leur service parce qu'on leur met pas à disposition les outils dont ils auraient vraiment besoin. C'est là-dessus d'ailleurs que le no-code est fort et que des outils comme Notion ou Airtable comme ça ont tiré leur épingle du jeu. De Ouais, se dire: c'était «Bah, en fait, vous avez» vraiment bottom up, quoi. Ça venait en général des salariés qui mettaient en place ce genre de petites solutions maison et après, bah, vu que c'était cool, ils le partageaient aux collègues et après ça remontait et c'était potentiellement adopté dans toute la boîte.
Ou ouais, alors justement, le problème du shadow IT, c'est que généralement, c'est pas partagé. Enfin, c'est partagé à Oui, 2-3 ça collègues, peut commencer comme ça, mais mais voilà. ça reste en shadow puisque justement, bah, en fait, c'est pénible pour les services informatiques d'aller, ils sont pas forcément OK avec mettre en place de la gouvernance et cetera et c'est du bricolage qui est un peu partout et voilà, parce qu'en tant qu'entité, quand tu es au service informatique, donc si tu es là normalement pour gérer un peu tout ce qui est mis en place dans la boîte, pour pouvoir cadrer au niveau des droits et des accès et cetera. Que les données elles partent pas n'importe où, n'importe comment. Bah, d'ailleurs, problème qu'il y a eu beaucoup avec ChatGPT au début. Quand tout le monde a commencé à l'utiliser dans les boîtes, alors que et avec des données d'entreprise qui ne devaient, pas sortir normalement enfin, tu vois, d'un cadre européen et ce genre de choses, par exemple. Voilà, qui posait, d'ailleurs l'IA a eu plein de complexité là-dessus, au niveau justement de la gouvernance et de comment tu sécurises ça et qui a le droit de quoi, comment et comment tu permets de donner accès sur les données de ta boîte sans qu'il y ait trop de données accessibles à des services qui devraient pas l'avoir, ce genre de choses. Mais bon, en tout cas, voilà. Ça va revenir aux documents et à ce genre de choses. Il n'empêche que l'IA, au même titre que le no-code arrivait déjà avec tu vois, un aspect flexible et un truc très utile dans les services et tout et ceux qui s'en saisissaient avaient une vraie plus-value à s'en servir dans le cadre de leur boîte. Il y avait assez d'outils différents pour pouvoir en faire des solutions un peu sur mesure, sans forcément que ce soit des trucs qui soient adoptés par 500 personnes dans la boîte, tu vois? Mais juste déjà à l'échelle de quelques services, en fait, bah, quand tu as des outils qui te permettent de bosser bien, ça change déjà ton quotidien et ton taf et à tous les niveaux, que ce soit en productivité, mais aussi en santé mentale, hein, de plus t'arracher les cheveux sur des trucs qui vont pas et du coup, avec l'IA, ça continue, un peu là-dessus. Enfin, d'autant plus, on sait pas encore ce que ça donnera. Mais alors déjà, ça m'a amené à deux constats. Donc le premier, c'est que ça fait plusieurs fois là que je me prends un peu la tête à réfléchir à comment je pourrais rendre ma stack d'outils. Donc quand on parle de stack, on parle d'ensemble d'outils, hein, vraiment plus, locale, on va dire, plus ouverte, justement davantage d'open source et être moins tributaire d'acteurs propriétaires et aussi de réduire le nombre d'outils. Puisque, justement là, quand ils avaient cette approche-là, que ce soit Tariq ou Alexis, ça m'a vraiment fait me dire: «Ouais, peut-être que je pourrais aussi alléger, peut-être que je pourrais avoir une approche un peu différente». Sans aller nécessairement vers du cloud, parce que même si aujourd'hui c'est le leader et la référence, j'ai pas envie d'être prisonnier d'un seul, outil propriétaire. Enfin, d'un seul outil américain propriétaire côté IA, c'est plutôt ça. Parce que des outils propriétaires, j'en utilise quand même. Et du coup, je me suis posé alors j'ai pas encore franchi le cap, mais globalement, ce que j'aimerais essayer probablement dans les prochaines semaines, c'est de remplacer du coup enfin pas de remplacer, mais d'essayer d'utiliser, justement, un équivalent à Cloud Cowork en version, locale. Donc qui sera probablement open work, mais qui pourra peut-être être autre chose. Pour les gens qui nous écoutent et qui n'auraient jamais, enfin essayé ou vu du Cloud Cowork, en gros, dites-vous que vous utilisez habituellement un assistant type, ChatGPT, Claude ou ce genre de choses pour discuter, pour interagir, pour créer des documents. Claude Cowork, c'est le pendant qui va également travailler sur votre machine et qui peut aller justement mettre en place, enfin, travailler avec une logique d'agent et interagir directement sur vos fichiers pour en créer, pour en faire, pour en lire. Voilà, c'est une étape au-dessus, on va dire. Et donc, il y a ça que j'envisage, qu'il faut que je teste et notamment parce qu'il y avait aussi une autre alternative à Notion européenne qui n'est pas Fibery, qui s'appelle AnyType, qui est suisse, qui est aussi orientée, vie privée, confidentialité et locale, pour le coup. Même si tu peux communiquer avec un serveur justement cloud chez eux pour avoir, juste tes données, facilement sur d'autres machines. Mais tu peux bref, enfin, c'est open source donc tu peux en faire, d'autres choses. Et en fait, j'avais déjà mis les mains dans AnyType. Je m'en servais déjà, mais j'avais un peu de mal à c'est pas aussi puissant qu'un Notion, c'est pas aussi puissant qu'un Fibery, c'est plus orienté vraiment document et un peu plus soft. Mais justement, je suis dans un moment où je me dis: «Est-ce que j'ai vraiment besoin d'outils surpuissants qui font des milliards de trucs?» Fibery est très, très bien là-dessus. Tu peux faire, beaucoup de choses et je pense que tu peux faire beaucoup plus de choses potentiellement qu'avec du Notion, par exemple. Mais
Mais en fait, dans mon usage, moi, en tant que solopreneur, est-ce que j'ai pas juste besoin d'un endroit où je stocke, les documents et les contenus que je fais petit à petit? Anytype est un peu déroutant de prime abord parce que, voilà, il y a une approche un peu singulière, mais en fait, si j'arrive à m'en servir, ce serait probablement plus sain et plus simple, parce que vu que je peux faire moins de choses, je vais aller aussi moins torturer l'outil dans tous les sens pour faire des trucs qui sont pas appropriés, enfin, ou dont j'ai pas besoin plutôt, on va dire ça comme ça. Et voilà, et la seule chose qui m'embête aujourd'hui avec Anytype et qui m'obligerait à aller sur de l'IA locale, c'est que, en gros, quand on a Anytype, il est sur notre machine et il peut être utilisable par une IA, mais que en local. Voilà. On parlera la semaine prochaine là, des agents et du MCP notamment. Et en gros, le serveur MCP de Anytype, il est sur la machine. Donc, il faut une IA qui puisse, que ce soit Claude ou autre chose, mais il faut voilà, qu'elle puisse travailler avec l'ordi directement. Donc, je peux pas m'en servir avec Dust. Ou alors, il faudrait que je mette en place une infrastructure exprès en ligne et tout. Ce serait un peu le bordel et j'ai pas envie de ça, pour le coup. Le but étant d'aller dans la simplicité, c'est pas pour se rajouter des couches d'infos un peu partout. Mais voilà, donc je vais probablement tenter ça dans les prochaines semaines, d'aller sur, peut-être le PC portable, pour avoir qu'une de mes 2 machines sur cette configuration. Aller avec ça et du Ubuntu, voilà, revenir à du Linux. Parce que mine de rien, Linux, quand j'en ai déjà eu, je l'ai jamais gardé dans la durée, mais il y a eu beaucoup de choses qui ont changé ces dernières années, notamment la compatibilité avec les applications Windows. Ça marche de mieux en mieux, il y a de plus en plus de choses qui permettent de le faire et qui permettent de le faire bien. Donc je sais que c'était encore un frein aujourd'hui parce que j'ai certains de mes outils, typiquement ma caméra, ma suite Logitech pour le micro et tout, bah, tu vois, qui n'ont pas d'application native sur Linux, donc il va falloir que je bricole un peu, potentiellement. Machine virtuelle? Ouais, enfin, pour travailler, c'est pas mais il y a des trucs, hein, il y a des petites applis, il y Oui, oui, a oui. ouais, il y a des choses comme ça. Mais tu vois, par exemple, quand on fait le podcast, le fait d'avoir mon matériel d'enregistrement en même temps que mes outils, tu vois, que mon Anytype ou des choses comme ça de travail, bah, c'est mieux de pas l'avoir dans une machine virtuelle, tu vois? Ouais, après ça dépend. Si tu le fais sur ton PC portable, c'est pas là-dessus que tu as ton setup d'enregistrement? C'est sur ton fixe Non, ou c'est sur t OK, ouais. non, non, effectivement. Mais c'est pour ça que j'aurais plus envie de tester là-bas dessus. Enfin, d'abord sur l'ordi portable, puisque, bah, j'ai pas le matériel à podcast est pas dessus, par exemple et j'ai un peu moins de contraintes dessus et oui, il y a aussi un truc, c'est Sachant qu'il faut oui, vas-y, finis. non, mais c'est des détails à la con, mais qui fait que je suis resté aussi sur du Windows sur PC pendant longtemps parce que j'étais joueur mais même chose sur Linux, maintenant on peut jouer beaucoup plus facilement et en vrai je garderai les 2, hein, je vais pas complètement cramer mon Windows, mais en tout cas j'aimerais faire l'essai de me remettre sur Ubuntu et d'aller sur quelque chose vraiment plus orienté open source. Parce que si j'arrive à avoir de l'open source de plus en plus partout, je l'ai déjà sur Proton avec plein de choses, j'utilise d'autres outils déjà qui sont comme ça. Si je peux en mettre davantage encore côté IA et côté, et tu vois, mon outil du quotidien pour la gestion de documents, bah, ce serait chouette. Je sais pas si j'y arriverai, mais en tout cas, j'ai envie de tester et pardon, je t'ai coupé. Bah, surtout que, même si tu as des choses qui sont pas forcément compatibles, aujourd'hui, tu as quand même pour faire du petit logiciel ou ce genre de choses avec, du Claude Code ou autre équivalent, tu peux te bricoler toi-même des petites solutions qui sont, très spécifiques, où tu auras pas forcément de quelqu'un qui l'aura déjà fait, même s'il y a de fortes chances que quelqu'un ait déjà fait un plugin ou ce genre de choses. Quand c'est juste pour toi, vu qu'en plus c'est open source, bah, tu as pas mal de documentation dessus et rien t'empêche de te faire, ton petit setup en fait, qui sera pour la Oui, compatibilité, ce genre de choses. alors avec, 2 nuances. La première, c'est que, par exemple, j'ai pas envie de réinventer la roue. Donc, par exemple, tu vois, un Anytype, là-dessus est bien. En gros, ce que j'aime bien dans Notion et le fait de pouvoir naviguer dans mes contenus, dans ce que j'écris, dans mes documentations et dans tout ça, tu vois, ma gestion de projet et tout. J'ai pas envie de refaire un produit complet de zéro là-dessus, alors qu'il y a des Non, choses non, qui je sont très parlais bien. en termes de compatibilité. Si tu as des Ouais, choses qui marchent pas, enfin un driver ou ce genre de choses, ouais, un driver, j'irai pas le faire en dev, mais mais en tout ça se cas, tente après. non, mais tu as raison sur un point, c'est que, que ce soit avec du cloud, aujourd'hui ou avec, tu vois, du open code, du PNWork et des choses comme ça, une des forces de ces outils-là, c'est que tu
peut leur faire développer des petites intégrations API, du coup, pour discuter avec des outils à l'extérieur, sans nécessairement avoir à passer par un MCP. Donc désolé pour les gens qui nous écoutent si voilà, les termes peuvent faire un peu peur. On en reparle la semaine prochaine de manière plus claire et simple quand on parlera des agents IA. Mais juste en gros, les API permettent de discuter avec les autres outils et un serveur MCP permet de discuter avec une IA. Mais c'est beaucoup plus, gourmand en ressources, en contexte, en mémoire de l'IA et en tout ça, ce qui rend beaucoup moins, efficace. Même si c'est devenu un des standards du marché, c'est quand même pas du tout un standard, qui est efficient, on va dire ça comme ça et du coup d'avoir effectivement un cloud ou un truc comme ça en local peut permettre de faire une intégration API pour aller communiquer et du coup que l'IA fasse la passerelle entre des outils externes et le Anytype par exemple qui est en local, ce genre de choses. Oui, il y a moyen de se bricoler un petit peu des trucs sur mesure si jamais il manque des choses. C'est ce que Alexis, enfin, il en parle souvent du homemade, un peu du home cook, Oui, software où vraiment, bah, c'est quelque chose un besoin qui est très spécifique et tu vas pas forcément attendre que quelqu'un ait le même besoin ou tu le trouves pas et avec les outils de vibe coding, tu peux te bricoler tes petits trucs à toi. Alors oui, ça sera peut-être pas forcément parfait, mais tu tu peux favoriser de la compatibilité. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui pensent que Linux va de plus en plus gagner en popularité parce que maintenant on a des outils pour un peu interagir avec et si on a un cowork dans Linux, c'est vrai que Linux, l'interface, je l'ai eu aussi un moment sur un PC, pour, faire un petit peu de développement et ce genre de choses. C'est un peu déroutant quand même, hein, c'est perd un peu en confort. Enfin, ça dépend, il y a une petite courbe d'apprentissage, ça même si aujourd'hui, si je compare à Windows, enfin maintenant, Windows, là, j'en peux plus, quoi. après alors ça dépend de la distribution que tu utilises aussi de Linux parce qu'il y en a des Oui, oui, beaucoup oui. plus obscures que d'autres mais oui, Windows, et ça fait aussi partie des raisons pour lesquelles, bon, le fait que ce soit propriétaire, que ce soit du Microsoft, déjà m'emmerde, d'une part d'autre part, même eux l'ont avoué récemment qu'ils ont fait du pâté avec Windows 11 et que là, aujourd'hui, il est vraiment problématique. Il consomme beaucoup trop de ressources. Il a des problèmes, système. Chaque fois qu'ils font des patchs, ils ont des galères 6 gigas de RAM, juste pour Windows. et si ouais et encore, ça dépend de ce que tu as de base. Sur un PC à 16 gigas de RAM, par défaut, quand tu allumes l'ordi et que tu as encore rien fait, vu qu'il voit qu'il y a un peu de RAM, il t'en prend 10. Mais c'est scandaleux. Alors après, il est censé t'en libérer petit à petit au fur et à mesure que tu charges, mais en pratique, combien de gens j'ai vu, saturer, rapidement leur machine, avec le navigateur et tout parce que pareil les Chrome et ce genre de choses, ça bouffe, vite aussi beaucoup. Mais, enfin bon, ils ont dit dernièrement qu'ils allaient, en gros faire des efforts cette année pour, corriger plein de points sur la partie système, sur la partie ressources, sur la partie, personnalisation aussi, parce qu'il y a des choses qui sont pas ouf. Pour l'instant, ça reste une promesse et un vœu pieux et on verra si ça se fait ou si ça se fait pas. Mais en tout cas, en termes de système d'exploitation, ouais, Windows 11 est vraiment pas terrible et assez problématique en l'état, quoi. Et en plus, quand on est dans une situation où aujourd'hui, le prix du matériel informatique coûte un bras, que la RAM, donc la mémoire vive qui permet de faire tourner le système et tout, coûte un rein, heu, ouais, enfin, ils ont tout intérêt à rendre leur système beaucoup plus léger, s'ils veulent ne pas se enfin, Linux va pas bouleverser la donne et va pas débarquer dans toutes les boîtes demain, mais Non, 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 mais après ça, c'est aussi une petite astuce pour ceux qui sont pas très, ordinateur ou ce genre de choses. Si un ordinateur rame sous Windows, vous pouvez prolonger un peu sa durée de vie en installant un Linux pour continuer à faire un peu de bureautique, de navigation internet et ce genre de choses. C'est le jour et la nuit, hein, en termes de performance, hein. Il y a des vieux PC qu'on peut continuer un peu à utiliser juste en mettant Linux. Après, il y a plein de tutos sur internet, sinon il y a je pense que il y a des connaissances qui peuvent le faire assez facilement ou ce genre de choses, donc ça peut permettre d'étendre un peu la durée de vie d'un ordinateur, quoi, donc à penser avant de racheter du neuf ou privilégier du reconditionné. ouais, mais d'ailleurs, j'ai un collègue d'escalade qui est prof d'informatique en lycée
et qui fait ça depuis très longtemps. Il a des machines, on en avait parlé, je sais plus, enfin, c'était des machines, elles ont 20 ans, tu vois? Et elles tournent encore sur des, 20 ans même, je crois qu'il y en a une, c'était plus que ça et qui tourne encore sur des vieilles, enfin, pas des vieilles, mais justement sur des distributions Linux très légères. Du coup, il a beaucoup trop de machines, en fonctionnement pour ça, mais il se refuse à jeter les anciens ordinateurs, donc il les retape, il réinstalle justement des systèmes beaucoup plus légers dessus et il leur donne, 10 vies, tu vois? Enfin, c'est, C'est non, non, mais c'est pour ça, c'est assez intéressant et là, je me dis que moi, je pourrais presque redonner une chance aussi à Linux en ayant, par exemple, du Cloud Cowork ou du Open Work où je peux vraiment, en langage naturel, interagir avec, le système d'exploitation. Parce que ça, je sais que c'est un truc que j'avais un peu de mal, même avec les lignes de commande. J'ai un peu de mal à visualiser les chemins, les arborescences de fichiers, ce genre de trucs, d'aller ouvrir tel ça, je galère un peu si c'est pas visuel. C'est un peu oui, ce qui m'avait posé problème avec, le code. OK. Moi, j'ai un bon souvenir d'Ubuntu là-dessus. Déjà de l'explorateur et ce genre de choses, c'était plus pour installer des programmes ou quoi que c'était un peu plus, enfin, t tu te passais un peu plus par le terminal, mais même ça, tu avais des gestionnaires et voilà, je suis curieux, il faut que j'aille voir un peu, ce que ça donne aujourd'hui en termes d'accessibilité. Je pense que c'est meilleur qu'avant et Ah oui, plus oui, truc. non, mais quand on cherche des fichiers, ce genre de trucs, ça marche bien. C'est juste quand j'avais essayé de faire un peu de Python pour la fac, ou ce genre de Oui, choses où, mais d'accord, fallait aller mais oui, oui, c'est pas de l'utilisation, déjà, oui, classique classique. et en plus, ouais, de prime abord, je suis 1000 fois moins perdu dans un Linux que dans un macOS, tu vois? macOS, pour moi, je comprends pas. Je sais que enfin C'est assez proche pourtant. Enfin, c'est là où c'est un peu marrant. Enfin, ouais, ouais, c'est assez mais proche. Il y a après les trucs pour fermer les fenêtres à gauche. c'est C'est peut-être mon côté hermétique à Apple qui fait que comme je déteste Apple, je bloque, tu vois? Même sur leur système, intuitivement ou inconsciemment, tu vois? Mais c'est vrai que dans un macOS, j'arrive pas à grand chose. je pense qu'il y a une courbe d'apprentissage, et on est tellement formaté aussi au Windows que Ouais, puis moi je vois je fais planter les Macs aussi, mais ça, c'est un exploit par contre. ouais, bah, on m'avait dit: «Un Mac ça plante jamais», première fois que j'en ai eu dans les mains et il a craché 2 fois et voilà, ça m'a donné un Est-ce que c'est toi qui es hermétique à Apple ou c'est Apple qui est hermétique à toi? je pense qu'il y a une, C'est relation de détestation mutuelle. Enfin bon. Pour embrayer avec, ce que tu disais juste avant là, le fait que Linux puisse, revenir un peu et que ce soit un peu plus, tendance. Alors, effectivement, il y a quelque chose qui commence à arriver un peu avec toutes les histoires justement de géopolitique et le fait que Trump fasse de plus en plus nawak et que l'Europe soit dans une situation en train de se rendre compte que bon, effectivement, on est, complètement dépendant, d'un point de vue numérique et on est quand même bien à la ramasse sur pas mal de sujets. Il faut qu'on se dote d'outils, un peu plus, et modernes et autonomes. La nouvelle mode est aux suites bureautiques, souveraines et open source. Hem, J'entends par là que EuroOffice a été annoncé, dernièrement, il y a ouais, dans les dernières semaines en tout cas, qui serait, justement une alternative, européenne et souveraine à Microsoft Office ou ce genre de choses. Alors EuroOffice, il y a plein de gros acteurs derrière, il y a Nextcloud, Ionos, je crois et enfin bref, je plus les noms, il y en a plusieurs. Mais à peine annoncés, eux déjà ils se sont pris un petit tiers parce qu'en fait, ils utilisent la suite OpenOffice, donc qui elle existe depuis très longtemps et qui est, open source et ouverte et en fait, ils l'ont utilisée en virant notamment, justement tout ce qui faisait référence au fait que derrière c'était du OpenOffice sur plein d'outils et OpenOffice a pas du tout apprécié sans et déconner. voilà, ils ont coupé leur partenariat, je crois, avec Nextcloud et ils ont gueulé alors je sais plus exactement où en est l'histoire aujourd'hui. Je crois qu'en gros, ils ont dit: «Oui, mais on s'en fout, on va quand même distribuer comme ça et peut-être on mettra un petit mot, gentil». Ils vont les payer en visibilité. Ouais, mais non, donc déjà, tu vois, il y a eu cette espèce de truc de alors c'est très bien justement d'aller, proposer des alternatives, souveraines et des suites bureautiques pour sortir de l'écosystème Google et de l'écosystème Microsoft. Le faire à l'arrache, à la va-vite, en allant, pomper un peu le travail des autres boîtes sans en plus, le mettre
en avant. Je suis pas fan. J'imagine que c'est forcément, là je caricature un peu, hein, c'est un peu plus délicat que ça, mais en tout cas la polémique, elle a quand même eu lieu de ce fait-là sur l'exploitation d'outils, sans voilà, sans reconnaissance de ce qu'il y avait derrière et sans montrer que c'était, voilà, que ça venait d'eux. Et là, j'ai vu que cette semaine, Soprasteria, donc une grosse ESN, c'est en français, quoi? Je sais plus. Oui, Je sais pas, mais c'est très, très gros. c'est, en tout cas, c'est gros, c'est européen. Je crois que c'est français, je dis peut-être une bêtise. Eux ont aussi annoncé leur, suite, voilà, souveraine, tout pareil, open source, européenne, souveraine, tout ce qui va bien. Et j'ai pas de détails d'ailleurs sur ce qu'il y avait dedans. Je crois qu'ils ont juste fait l'annonce en disant: «Bah, voilà, on va sortir ça» et OK. J'ai re-regardé ce matin, j'ai pas vu d'infos vraiment sur, ce qu'il allait y avoir dedans, sur quoi ils s'appuyaient. Ça me laisse à penser que alors, 2 choses. Que l'open source effectivement risque de faire un retour, intéressant puisque, ben, on l'a vu au niveau de l'IA est en concurrence en fait, sont en concurrence pardon, les modèles propriétaires comme Claude, comme, OpenAI et ce genre de choses et aujourd'hui, ce qui va leur être opposé, ça va être, soit les modèles chinois qu'on peut avoir avec du Kimi, avec du DeepSeek, avec des choses comme ça. Je sais que Huawei il en a sorti dernièrement, aussi et du coup qui vont être, pas tout à fait open source mais open weight et qu'on va pouvoir prendre et déployer du coup sur ses propres serveurs et donc on peut prendre un modèle chinois et l'héberger en Europe et voilà qui que nos données restent, justement souveraines, sur les serveurs qu'on utilise et c'est voilà, c'est ces 2 mentalités qui s'opposent aujourd'hui, côté IA. Mistral avait déjà fait le choix, donc notre IA française, d'aller davantage sur l'open source. À chaque fois, ils ont des modèles frontières, mais ils font pas mal de modèles aussi open source et eux, en plus, ils vont aussi sur des petits modèles qui sont plus faciles à faire tourner et voilà, plus spécialisés et la réalité économique qu'il y a derrière aussi, c'est que du coup, les modèles open source, donc aujourd'hui, vont coûter beaucoup moins cher à l'usage. Le fait de pouvoir les héberger permet d'être, bah, du coup, de pas être dépendant et de pouvoir les gérer soi-même et sur une boîte, en tout cas, voilà. Avoir des trucs en Europe où on va les payer moins cher, on va payer que la consommation. Quand on est une boîte assez grosse, on va pouvoir les héberger chez soi. Potentiellement, même si on est une petite boîte, mais qu'on a des besoins très spécialisés, on va pouvoir prendre certains de ces modèles et les faire tourner dans sa petite boîte sur, un Mac mini ou sur, d'autres machines un peu dans ce goût-là. Et voilà, ce qui fait que la mentalité, la logique open source est en train de prendre du poids à travers ça puisque, ben, on se rend compte que, ouais, à l'échelle de l'IA, c'est un vrai enjeu pour pas se retrouver bloqué et que demain, si les justement, si la Chine arrête de proposer ces modèles-là, ben, aujourd'hui, on n'a pas d'alternative vraiment sérieuse au niveau, des gros acteurs, américains. Puisque voilà, comme je disais, on aura du Mistral, on aura d'autres choses, mais ils sont pas aussi, aussi puissants. Et donc il y a une nécessité d'aller sur ces sujets-là, en Europe aussi et d'avoir des modèles plus, bah, plus costauds, tout simplement, en termes de raisonnement. Oui, quand je dis, en termes de raisonnement, hein, pas forcément plus costaud en termes de puissance de calcul et tout ça, puisque derrière, bah, il y a d'autres impératifs et ça a d'autres préjudices aussi d'un point de vue environnemental. Mais il y a toute cette question-là sur, sur l'IA et il y a toute cette question-là sur le logiciel. Puisque là, on se rend compte que oui, bah, côté, ce qui s'est un peu passé sur le début d'année et notamment avec le coup du Groenland et voilà de Trump qui s'est un peu enflammé, c'est qu'à un moment, on a quand même envisagé, alors c'est très peu probable que ça arrive demain, mais on a quand même envisagé le fait que les États-Unis, à un moment, puissent couper les accès et les tuyaux globalement vers des services qui sont en Europe et qu'un pays ou qu'une ville ou que plusieurs pays se retrouvent du jour au lendemain sans pouvoir utiliser des services, Microsoft, des services Google, des services Amazon sur lesquels nos infrastructures, informatiques d'énormément de boîtes reposent. Et Azure aussi avec les données de santé, Azure, je crois. effectivement, donc voilà, ça reste peu probable aujourd'hui, mais c'est devenu envisageable, ce qui n'était pas forcément le cas il y a encore 10 ans. Et voilà, ça posait vraiment question de se dire: «Oui, mais en fait, on est dépendant à ce point que demain, ils peuvent nous éteindre internet, quasiment, peu de choses près». Et voilà et ça, c'est très, très problématique et c'est pour ça que là, on commence à avoir, justement le fait de vouloir, on va avoir une mode du souverain, enfin du souverain, des solutions souveraines et qu'on peut déployer et cetera. On va avoir une mode de l'open source et là, quand je vois ce qui s'est passé là avec EuroOffice, avec Soprasteria et ce genre de choses,
Je vois venir aussi le coup de l'open washing, donc vraiment, voilà, comme on a eu le greenwashing et ce genre de choses, qu'il va y avoir une espèce de marketing sur cet aspect-là. Parce que derrière, enfin, faire des bons logiciels, ça prend quand même du temps. Typiquement, quand on voit une boîte comme Proton et d'autres, hein, parce qu'Infomaniac le fait, des alternatives et des suites souveraines à Microsoft Office, il y en avait pas 15, mais il y en avait déjà. Framasoft, par exemple, dans le logiciel libre, propose plein de, alors pas forcément la suite complète d'un coup, mais plein de petites briques, justement, qui peuvent venir remplacer différentes couches de différents outils déjà propriétaires. Et c'est du travail, de fond, c'est du travail qui prend du temps et d'avoir des logiciels qui sont bien, qui sont complets, qui sont assez stables, qui sont assez, fonctionnels entre eux. Donc je me méfie pas mal des de ce qui peut arriver là comme ça, lancer un peu à la va-vite pour être dans la tendance du marché et de vendre à tout prix du souverain et de l'open source, sans que ce soit derrière, voilà, comment dire? Là, sur le sujet, j'ai écouté un très, très bon épisode de podcast de Ivzy Zendev, OK, où en gros, c'était avec le dirigeant de Clever Cloud, donc une entreprise, française qui fait, du cloud, mais européen, même, aussi pour des fois des enfin pour du militaire ou ce genre de choses, où là, c'est vraiment du serveur, ou qui se ferme physiquement à la moindre, enfin, moindre doute. Et c'était un peu sur les prévisions, enfin, c'était un peu un bilan de 2025 et les tendances que lui voyait en 2026, et il parle justement beaucoup d'open source, de ces tensions géopolitiques avec les États-Unis, et je l'ai trouvé assez bien et assez éclairant sur le sujet. Donc voilà, une ressource supplémentaire qu'on mettra en description si vous voulez écouter tout ça. ah super. D'ailleurs, il est en anglais ou en français celui-ci? En français, celui-là. OK. Très, très bon podcast aussi, ils faisait ZenDev, bon, c'est un peu plus orienté développement, mais après si on baigne un peu dedans, il parle quand même un peu de vibe coding, de ce genre de choses, ou comment travailler avec l'IA, enfin, moi c'est un podcast que j'écoute assez régulièrement et ça me donne un peu de culture générale sur ce qui se passe aussi côté langage, et comment ça se passe dans les entreprises et tout ça, quoi. Ouais, mais j'ai, un collègue, Patrick d'ailleurs, si tu nous écoutes, qui, m'en avait parlé aussi, qui aime beaucoup, et c'est vrai que je l'ai dans mon backlog de podcast depuis un moment et j'ai toujours pas pris le temps d'écouter un épisode dessus. Mais Bah, bon, tu pourras peut-être commencer par celui-là. tu m'en as envoyé plein aussi à côté, donc au bout d'un moment, j'ai dit: «Faut de la disponibilité, du temps d'écoute» Je sature ta bande passante. et trop de contenu. Et d'ailleurs, alors je sais pas quand est-ce qu'on fera notre épisode, hors série sur, la veille, mais vous êtes vraiment pas prêts. Ouais. Alors J'avais juste encore une mini ouais, réflexion sur dis-moi, le dis-moi? côté résilience, où tu disais, bah, voilà, enfin, Notion, il y a le côté puissance et tout ça, mais il faut se dire que de chercher de la résilience, du moins, ça s'accompagne forcément par des choses qui sont pas très confortables, où on peut se dire qu'on perd en confort, même si c'est pas vrai. Mais on va dire que l'être humain de base aime pas trop les transitions et changer ce qu'il connaît et ce genre de choses. Mais ça peut valoir le coup de se questionner effectivement sur: «Est-ce que j'ai vraiment besoin de tout ça? Est-ce que j'ai vraiment besoin de toutes les dernières nouveautés?» Parce que forcément, ces logiciels aussi, pour rester compétitifs, ils sont obligés de sortir des nouveautés tout le temps. Au final, c'est un peu ce qui nous a fait migrer doucement de Notion, en plus que ça soit un outil américain, mais que ça devient un peu une usine à gaz et qu'ils sont obligés de répondre, aux besoins, de mettre de l'IA partout, mettre les agents, machin, mais en attendant, et au niveau pricing, je sais pas comment ça va se passer, et de revenir un peu à ses besoins et de se questionner sur: «Est-ce que je travaille vraiment quand je suis sur Notion à explorer les fonctionnalités, à essayer de pousser le système et machin? Ou est-ce que finalement revenir, sur un fichier, texte en markdown où j'écris vraiment mes idées, mais bon, il y a pas de truc ultra fancy dedans, est-ce qu'au final je travaille pas plus?» Et c'est peut-être inconfortable, c'est peut-être, ça demande peut-être plus d'efforts, mais c'est nécessaire pour pas se prendre un mur le jour où on n'y aura potentiellement plus accès, ou que ça posera d'autres, questions beaucoup plus
grave et qu'il faudra presque partir du jour au lendemain. C'est un peu comme l'analogie avec le changement climatique. On peut commencer à perdre un peu en confort, même si c'est pas du vrai confort, on s'y est juste habitué. C'est pas parce que, je veux dire, chez nous, c'est le truc de, par exemple, on a fait le choix d'avoir des toilettes sèches. Dans la maison, bon, on en a des normales aussi, mais au final, maintenant, on trouve pas que c'est une perte de confort, c'est bien et le jour où, bah, ouais, il y aura des restrictions d'eau ou ce genre de choses, bah, peut-être qu'on douillera moins que les voisins, qui se retrouveront à: «Bah, comment je fais?» Mmh. Donc c'est un peu l'idée d'avoir cette résilience et de penser à un système qui va durer dans le temps et qui est au service de nos besoins et pas à nous de nous adapter toujours aux mises à jour, aux dernières nouveautés. On n'a pas forcément besoin de tout ça et de toute façon, ça marchera pas. On pourra pas utiliser ça, à un moment, le monde va plus supporter ça, dans tous les cas. Donc, Oui et en plus, là, ce que tu dis parce que là, par exemple, sur Notion, tu disais qu'on peut se retrouver, dans l'usage classique à vouloir explorer les fonctionnalités et tout. Bon, ça, c'est parce qu'on a le profil plutôt architecte et que ça va nous rendre curieux d'aller peut-être, améliorer un peu tout le temps au fur et à mesure qu'on bosse. Mais bon, dans un contexte, quotidien, même en pro, tu vois? Typiquement, j'utilisais du Notion quand j'étais chez Cobble et en fait, de temps en temps, je me faisais une nouvelle vue, un nouveau truc enfin, une nouvelle base de données pour aller, faire des nouvelles choses. Mais dans mon quotidien, les outils, ils étaient fixés, tu vois? Et j'avais ni le temps ni l'envie d'aller, retravailler tous mes trucs et triturer mon Notion dans tous les sens. Je le faisais vraiment très ponctuellement quand il y avait un besoin. Néanmoins, même avec cette approche-là de se dire: «Mon système, il est en place et je m'en sers que pour bosser et une fois, je sais pas, tous les 2 mois, je vais venir voir et questionner s'il y a des trucs que je peux améliorer». Ben, ce qu'on a vu avec des outils alors là, on parle de Notion, mais en fait, ça marche aussi avec du Google, avec du Microsoft, des choses comme ça. Dans Notion, moi, ce qui m'a posé problème, c'est que l'IA, au début, j'étais très content, je pouvais me personnaliser l'agent, il me faisait des trucs très bien et petit à petit, au fur et à mesure qu'ils ont rajouté des mises à jour des trucs, en fait, mon IA dans Notion est devenue de plus en plus pourrie, donc globalement, et sur surtout que la tu es forcé à utiliser. Enfin, on te le met devant. Enfin, c'est vraiment aussi dans l'interface. J'ai vu des gens qui adoraient Notion, mais qui voulaient absolument pas d'IA dedans. Mais c'est partout. Dans ça, un jour, on pourra peut-être en faire un épisode sur comment les entreprises, même de logiciels, poussent à utiliser ces fonctionnalités d'IA par le design pour rendre un peu tout ça addictif et ce genre de choses. C'est que tu un peu quand même exposé et forcément, bah, je sais pas, tu es au boulot, bah, tu as envie d'explorer un peu ces nouveautés, ça te force, et ça te bloque, enfin ça te lock en fait de plus en plus dans l'outil quand même. oui, bah, après, ils essaient de créer des dépendances à travers ça et d'ailleurs, l'autre fois, on en avait parlé, j'avais pas l'info en tête, j'ai vérifié depuis, de savoir si dans Fibery, on pouvait désactiver complètement l'IA et c'est le cas. Il y a bien une Ouais, option j'avais qui vu je crois permet de dans le les ouais. couper et voilà, donc j'étais, agréablement surpris, sachant que, bon, en plus, on avait parlé déjà du fait que, pour ceux qui n'ont pas écouté les épisodes précédents, Fibery, c'est une alternative européenne à Notion, qui est un peu moins accessible de prime abord, mais qui est plus puissante sur les bases de données, notamment. Et Moi, c'est là je subversive. et subversive. Franchement leur site internet, leurs articles, enfin leur, changelog et tout ça, c'est des perles si vous voulez aller rigoler un peu. Ouais, C'est non, ils sont énorme. très, très bien, et c'est vrai que même dans les changelogs et même dans les commentaires, même sur la communauté, ils sont enfin, voilà. Ouais, l'équipe qu'il y a derrière a l'air vraiment trop, trop, trop cool. Mais du coup, eux ont fait le parti de leur outil, en gros, d'avoir une approche à la Notion, mais sans IA, enfin, sans blinder d'IA dedans et voilà, on peut même la désactiver. Leur assistant d'ailleurs dedans, il est pas du tout en illimité, peu importe le forfait qu'on paye, on a un nombre de messages par mois et qui est vraiment pas élevé. Mais ils se sont dit: «Bah, on préfère que les gens ils utilisent leur assistant IA habituel et qu'ils se connectent à Fibery et qu'ils s'en servent comme ça». Et d'ailleurs, voilà, moi je l'ai fait avec, Dust maintenant et ça fonctionne bien et c'est voilà un truc est enfin ça fonctionne très bien pour consulter. Pour réaliser des actions, c'est comme tous les autres outils quand on passe par une IA, ça galère. Voilà, enfin ça galère. Ouais, Bah, ça c'est un va peu pas très ça performant. aussi, il y a vraiment les providers de LLM. On nous a un peu vendu le truc et habitués à avoir tout en illimité et on se retrouve frustré quand il y a des limites qui sont là. Sauf que, bah, c'est pas tenable d'avoir des LLM en illimité et c'est qu'est-ce qu'on fait le jour où c'est plus là, qu'on doit se poser les questions de: «Est-ce que c'est pertinent que là j'utilise ou non?» Et ça, si on y réfléchit vraiment en amont et qu'on n'a pas
intégrer par exemple de l'IA partout, bah, c'est beaucoup plus simple de se dire: «Ah OK, il y a des limites, bah, moi c'est pas grave, j'ai déjà défini où est-ce que je le mets et tout ça, enfin moi ça change rien». C'est pareil que de se dire: «Bah, nous on a de l'énergie, enfin de l'électricité en illimité et sans coupure. Qu'est-ce qui se passe le jour où c'est plus vraiment le cas? Qu'est-ce qu'on a mis en place?» C'est pareil pour l'eau, c'est pareil, pour la clim, pour, ce genre de choses, pour le chauffage. Ouais, Qu'est-ce qui se je sais que je suis à la campagne, chaque fois qu'il y a une grosse tempête ou quoi et qu'on se retrouve sans élec, c'est la panique, hein. Enfin, c'est la panique. Non, c'est juste Oui, tu es bloqué, en tout cas enfin, je suis vite, très, très, très embêté quand même, et l'autre groupe fois, électrogène avec des batteries et ouais, ouais, il faudrait, mais tu vois, typiquement, je suis locataire, du coup, je j'investis pas dans ce type de matériel ou quoi chez moi parce que, bah, c'est pas chez moi, donc j'ai pas envie d'avoir tout bougé à un moment et bah, oui, les coupures, ça arrive pas souvent, mais dernière fois que c'est arrivé, c'était le matin et enfin, c'était pendant la nuit. J'ai des stores électriques, bam, j'étais dans le noir la journée, tu vois? Et effectivement, si tu sors pas de chez toi, tu es littéralement bloqué, tu peux rien faire, quoi. Je pouvais même pas cuisiner ni rien, enfin bon, bref, c'était si, cuisiner, je pouvais, j'avais encore et le barbecue et la petite, truc à gaz là, de camping. Mais, mais c'est là et de se dire, bah, c'est pas parce qu'aujourd'hui on peut utiliser en illimité qu'il faut qu'on le fasse. Dans tous les cas, ça sera quand même bon pour le porte-monnaie, en général, quand on choisit de la résilience et ça nous permet nous-mêmes d'être plus résilients par rapport aux changements qu'il peut y avoir, aux imprévus aussi. Bah, on peut aussi juste vouloir se dire: «Bah, j'ai envie de minimiser mon impact, numérique comme j'ai envie de minimiser mon impact, enfin, au niveau CO2, pollution et ce genre de choses». Donc c'est des bonnes pratiques à prendre dès à présent et ça permet d'être un peu plus aligné avec ces outils aussi. oui. Bah, oui, non, clairement et juste pour revenir sur tout à l'heure, parce que là, on a parlé de Notion, mais que je disais qu'il y avait le même cas qui se présentait dans Google et dans Microsoft. Moi, je sais que je l'avais vu le cas aussi, bah, justement quand ils ont commencé à blinder, le Google Workspace d'IA. Bah, c'était une tannée sur la recherche, c'était une tannée sur plein de trucs. Il y avait des surcouches un peu partout. Alors bon, déjà de base, hein, j'aime pas du tout utiliser les outils Google. Enfin, même s'ils sont plus pratiques que ceux de Microsoft dans un contexte professionnel sur certains trucs et qui sont plus faciles à intégrer, mais j'aime pas, leur interface, leur UX me plaît pas et je sais que j'ai souvenir que justement quand ils avaient commencé à en coller dans le Drive, ça m'avait saoulé très, très fort parce que tout était plus lent, tout galérait, les recherches étaient pas bonnes et ils me collaient des trucs d'IA un peu partout. Même quand ils ont mis, l'enregistrement automatique là des réunions avec les transcripts, je m'en servais au début. En fait, je me suis rendu compte que, bah, les transcripts, ils étaient assez éclatés et voilà et en plus, ça te remplit le drive. Enfin, ça, c'était quand même beaucoup de ressources pour pas grand chose au final et en plus, que ce soit côté Google et Microsoft, ils en ont rajouté de force en augmentant du coup le prix des abonnements, que ce soit en perso ou en pro et là, il y a une nouvelle vague, hein, qui arrive, Microsoft, c'est en juin, je crois, juin-juillet. Google, je sais plus, mais là, ça va réaugmenter, prochainement, voilà, parce qu'il faut bien payer l'IA et l'infrastructure aussi qui coûte un bras. Enfin bon, est-ce que là, ça fait déjà un petit moment qu'on Ouais, discute, c'est ce que je regardais justement. j'aimerais juste boucler, rapidement sur d'autres enfin, voilà, 2-3 petites nouvelles côté outils et que tu nous parles quand même aussi de Stitch parce que tu as joué un peu avec et tu as bien Oui, kiffé. un peu. Mais alors déjà, juste pour vous dire aussi, bon, un petit mot pour les copains, Cobble, donc la startup où je bossais avant, qui s'appelait donc Synceo et qui est devenue Cobble, a fait son lancement officiel sous son nouveau nom semaine dernière, je sais plus, semaine dernière et voilà, donc pour annoncer leur levée de 6 millions et en même temps, du coup, la refonte du produit et le fait que ça devienne vraiment Cobble. Donc pour vous présenter très rapidement, c'est une plateforme no code, donc vraiment de programmation visuelle qui vous permet en fait de créer votre système d'IA pour générer des documents. Donc là, ils ont fait le choix d'aller se spécialiser davantage encore sur les propositions commerciales et derrière, ce qui va se passer, c'est que vous allez pouvoir vous connecter à vos différents outils, de documents habituels et vous allez pouvoir mettre en place plein de blocs qui vont vous permettre vraiment d'avoir, donc un workflow documentaire, donc une logique documentaire et de vous dire qu'un document long et complexe, vous avez
le découper en plein de petites sections, de petits agents IA qui vont être chacun spécialisés sur une section, sur une partie et ça peut être, à hauteur d'un paragraphe comme ça peut être à hauteur de, bah, voilà, d'une page ou de 2 pages. Après c'est à vous de le voir, de le paramétrer. C'est agnostique, vous pouvez utiliser plusieurs types de enfin les modèles que vous voulez aussi et voilà et la boîte est française, les serveurs sont en France aussi, hein, c'était sur, Scaleway et alors j'ai pas mis les mains là dans la nouvelle version puisque j'en ai pas eu l'usage, moi là sur la partie Propal. Mais, pour vous donner une idée, c'était, déjà avant la nouvelle version, on s'en servait notamment pour faire des documents longs. Genre, quand je dis long, c'est, en moyenne on était entre 50 et 100 pages. On avait des clients qui pouvaient monter plus que ça encore et c'est là où ça devient hyper intéressant par rapport à, justement un assistant IA classique. C'est qu'un assistant IA classique, ça va aller tant que vous tapez sur des documents de 5-10 pages, quelque chose comme ça et que vous allez itérer et prendre un peu de temps. Quand vous avez besoin, quand vous êtes dans un service commercial, que vous avez besoin de créer une proposition complète et que vous êtes une PME ou une plus grosse boîte et que votre proposition elle va faire entre 50 et 80 pages, bah, vous êtes bien content d'avoir plein d'agents spécialisés et que votre, document sera jamais parfait en one shot, hein, mais ça va vous permettre de générer déjà un premier jet qui est très, très bon et après d'aller itérer derrière partie par partie pour finir d'affiner, de réviser et voilà et voilà, si vous taffez dans un service commercial ou si vous êtes amené à faire des documents, très longs, allez jeter un coup d'œil à Cobble, je vous mettrai le lien dans la description. Il y a une version gratuite et il y a une et sinon après la licence, je crois que c'est 30 balles par tête, il me semble, quelque chose comme ça, que vous pouvez très, très vite rentabiliser, déjà sur l'ancienne version, on avait un client qui avait calculé son ROI sur des, justement des propositions commerciales, qui arrivaient en PowerPoint à la fin et il était à 3000 de ROI. Et voilà, bon, il y avait d'autres cas, d'autres exemples, mais Corps honorable. ouais, ça peut bah, vu qu'à la base, c'est du taf qui se fait, qui prend enfin, qui se compte en plus qu'en heures, hein, généralement, ça se compte en enfin, à minima en heures et souvent des fois en demi-journée ou en plus de faire un truc complet et qualitatif dans une boîte. Du coup, quand vous avez un premier jet en, 10 minutes et qu'après vous allez retravailler dessus, mais qu'à la fin, vous avez peut-être passé 1 heure à faire votre propal au lieu de plusieurs heures, plusieurs jours. Ça, puis potentiellement d'aller plus loin dans les réflexions, d'aller sur des parties qui sont un peu plus stratégiques ou ce genre de choses. Ouais et bah, dans les trucs qui étaient très intéressants aussi, c'est le notamment sur l'homogénéité, la standardisation. Parce qu'en fait, c'est quelque chose qu'on voyait beaucoup dans les boîtes. Chaque personne a sa patte et alors c'est bien et ça n'empêche pas de pouvoir les nuancer et avoir une vision un peu particulière, puisque derrière vous avez quand même un système de chat ou de questionnaire qui vous permet d'orienter et de dire comment vous voulez, profiler, on va dire, le document. Mais du coup, ils avaient des gros écarts, des fois, d'une personne à l'autre, de qualité de livrable final. Sauf qu'en tant que boîte, on a besoin d'avoir, quand on a un certain standard qualitatif, il faut qu'il soit, à minima au niveau du standard ou mieux, mais à minima au niveau de quelque chose qui soit bien. Et selon les personnes et les forces et les faiblesses de chacun, bah, c'était pas forcément le cas puisque des fois, il y avait des parties qui étaient carrément pas au niveau quand c'était pas la spécialité de la personne. Là, ça permet à minima d'avoir un truc qui soit bon et qui puisse être meilleur du coup sur, les les qualités, on va dire, des différentes personnes. Allez jeter un coup d'œil si vous êtes concerné, si vous êtes dans un service commercial, ça je pense que ça vaut le coup. En tout cas, ça vaut le coup d'essayer. Et petite news rapide, Proton, dont je vous ai déjà parlé, que je vous en parlerai encore, plein de fois, a juste sorti une petite nouvelle fonctionnalité qui est très sympa, qui me manquait. Ils ont fait un équivalent en fait de Calendly ou de cal.com. Donc ça vous permet en gros depuis votre calendrier non, on va pas le dire comme ça. C'est ce qui vous permet d'avoir une page publique pour réserver des créneaux de rendez-vous et ça, avant, bah, ça marchait pas très bien avec Calendly ou avec Cal en synchronisation avec, Proton. Maintenant, ils l'ont nativement. Donc la version qu'ils proposent est un peu simple, vous n'avez pas des milliards de paramètres, mais en soi, pour l'essentiel, ça fait le café et ça marche bien, donc c'est chouette que ce soit enfin intégré et ça se configure en 2 clics et voilà, c'est pas plus cher, c'est dans le workspace, donc voilà, c'est pas un outil à part, c'est juste une fonctionnalité de Proton Calendar qui est chouette. Sur les autres sujets dont je voulais vous parler un peu, bah, il y en a un dont on parlera plus la prochaine fois, je pense, mais juste pour vous dire que WeWeb, qui est un acteur français aussi, no code,
qu'on aime bien parce que l'équipe est très, très chouette et qui sont là depuis plusieurs années. Ils font un très bon produit qui était orienté jusqu'à présent sur le fait de créer la partie, ce qu'on appelle front-end, donc la partie, interface en fait des applications et vous pouviez vous connecter à des bases de données, des moteurs, ce qu'on appelle les back-end pour, voilà, pour la logique métier et cetera et donc ils ont apporté cette deuxième brique, directement dans leur plateforme depuis la semaine dernière. Donc maintenant WeWeb vous permet de créer complètement une application, que ce soit sur l'interface, sur la base de données, sur les règles métiers et cetera et le tout avec un hébergement aussi en Europe et c'est pas encore disponible, mais ils vont permettre, justement aussi d'héberger, du coup enfin voilà, d'exporter les apps entières pour les héberger après sur le serveur de votre choix. C'est déjà un outil solide, là il devient encore plus robuste et évolutif et ils avaient déjà une dimension IA qu'ils sont en train de contrebalancer. Mais ce que j'aime beaucoup avec WeWeb et ce pourquoi je suis en train de remettre le nez dedans en ce moment, c'est le fait que l'IA est vraiment là comme un assistant, va permettre de créer des choses, mais derrière vous avez la main sur tout. Et vous pouvez aller en programmation visuelle, retravailler tout, que ce soit l'interface, le moteur, et cetera et c'est un beaucoup plus puissant et évolué que Software dont on parlait l'autre fois et que j'utilise aujourd'hui pour les portails. Donc Software qui reste aussi un outil européen qui est très chouette, mais qui va beaucoup plus à l'essentiel et qui a une approche très différente, là où le web, voilà, leur parti pris, c'est de se dire, vous allez pouvoir, faire une application qui marche autant pour 10 utilisateurs que pour 10 000. Hem voilà, donc on verra. Je vais remettre les mains dedans. En tout cas, je voulais signaler la sortie de ces nouveautés parce que c'est quand même important dans l'écosystème no code, général et voilà, que c'est une boîte française, ils sont très cool et que le produit est très bien. Donc voilà, ce qui m'a amené à, décider de l'utiliser pour le prochain portail que je vais réaliser, qui sera le portail qu'on va utiliser avec Lulu pour le dernier clic et qui nous servira aussi, pour nos invités, puisque là, on n'a pas encore eu d'invités, mais c'est prévu de faire des épisodes thématiques avec des invités. Donc j'ai utilisé justement, bah, Dust et les agents que la refonte d'agents dont je parlais un peu rapidement l'autre fois pour aller, bah, travailler avec et m'aider sur le cadrage, sur la génération de la documentation, tous ces trucs-là et j'en suis venu à la partie design pour faire, des premières maquettes un peu du site et design system. Je commençais à faire quelques jets sans avoir bien calibré mon agent de design et Lulu s'est emparé du sujet en voulant, essayer, Stitch et Lulu, beh, je te laisse nous parler un petit peu de Stitch et de tes explorations avec. Ouais, moi, j'y allais vraiment en mode, curieuse parce que j'aime bien un peu tout ce qui est design et tout. Mais voilà, comme j'ai pas de formation là-dedans, avoir les bonnes pratiques, c'est pas forcément simple et là, ce qui était cool avec Stitch, c'est que ça permet d'itérer très vite. En plus, derrière, de pouvoir récupérer le code, de pouvoir, modifier que certaines petites parties, juste en expliquant ce qu'on veut faire. On peut aussi mettre sa charte graphique. Pardon parce C'est un que outil de Google. oui, voilà, juste Ouais. on n'a pas dit, d'où il sortait Stitch, et qu'est-ce que Oui, c'est oui, à la oui. base, mais C'est encore en bêta, donc pour l'instant, c'est encore gratuit. Là, je pense qu'ils affinent surtout leurs produits, hein, dans tous les cas. C'est pour ça qu'on n'en a pas forcément trop entendu parler aussi. Mais ça permet en fait de faire des designs d'interfaces, d'applications, de sites web et il y a pas du tout le code fonctionnel, en fait, derrière, ça va pas construire l'application. C'est vraiment pour le design, mais après on peut exporter l'HTML pour, par exemple, aller le travailler dans Claude Code ou même, l'exporter dans Figma ou ce genre de choses et ça permet vraiment de jouer un peu avec la créativité. On peut apporter ses inspirations, on peut, modifier que certaines parties et pour l'instant, je trouve ça vraiment cool. Je crois qu'il y a même un truc où on peut prendre un site internet et demander de redesign, dans un autre style ou ce genre de choses. Donc, là, ah ouais, je cherche des inspi sur Pinterest et puis, tu testé je balance. le redesign de site web ou pas du tout? Non, pas encore, j'ai pas osé. J'ai là, je partais de zéro, mais je me dis que ça peut être assez marrant d'aller chercher, même des sites un peu connus ou des sites, qu'on a soi-même développés, pourquoi pas? Si tu veux jouer avec, je serais assez curieux de voir si tu peux tester quelque chose avec le mien, parce que j'avais fait quelque chose de très,
simple, on va dire, bon, enfin pas basique et un poil mieux, mais en tout cas, voilà, assez simple. Ouais, je curieux de voir ce que ça donne si tu joues avec. Ouais, bah, ça peut être sympa. Enfin, en tout cas, ce que j'aime bien, c'est que ça sort pas forcément les sites, enfin les designs vibe codés qu'on voit venir à des kilomètres. Par exemple, Claude Code est pas très, très bon, enfin Claude ou voilà, est pas très bon en design. On va retrouver plus ou moins toujours les mêmes éléments. Alors après, c'est fonctionnel, hein, ça reste bien, mais c'est plus ou moins toujours les mêmes agencements, les mêmes composants, les mêmes dégradés, les mêmes, accents, sur les boutons et cetera. Donc là, ça permet aussi d'arriver, de dire: «Bah, je veux telle police». Tu peux varier que la police, tu voilà, tu peux dire, «Je veux des couleurs» et après ça peut aussi sortir un design.md sur un design qu'on aime bien pour ensuite dire, bah, là, par exemple, j'ai ma première page d'interface et ensuite de dire: «Bah, quand tu cliques sur ce bouton, maintenant je génère l'interface qui découle quand j'appuie sur ce bouton» et on peut OK. continuer comme ça et ça reprend, bah, les composants et on est vraiment dans un design, assez carré et cohérent sur les différentes pages et on peut aussi dire: «Bah, maintenant, ce design-là, f enfin, convertis-le en design pour appli mobile» et ça va faire tout de suite la vue, sur le mobile et tout et OK, ouais, donc de c'est base, il te fait les interfaces bureau, il te fait des nouvelles c'est toi qui interfaces demandes. quand tu C'est ouais, ouais, quand tu vraiment ouais, genre tu cliques sur un bouton, c'est là que tu vas lui dire, «Crée-moi la prochaine, page ou la prochaine modale» et cetera. c'est ça. Et quand tu fais le design system là, donc tu m'as dit qu'il générait un markdown avec les instructions dedans. Est-ce qu'il te génère aussi l'aperçu visuel du design system? Parce qu'en fait, typiquement, quand tu te fais ça dans du Webflow, dans un site ou comme ça, tu vas avoir à chaque fois, bah, du coup, la ligne, tu vois, avec tous les boutons, tous les couleurs, tous les machins. Ça, il te le fait? Ouais et tu peux le modifier aussi OK. et après tu peux avoir plusieurs, palettes, enfin design où tu peux aller modifier, bah, les fontes, enfin j'ai plus le mot en Les français. typos. Les typos, voilà et tu peux aller modifier les couleurs et ce genre de choses, et après tu peux aller sur d'autres interfaces et dire: «Bah, applique ce style sur cette interface» et voilà, c'est pas mal et puis, pour les variations, tu peux dire, bah, par exemple: «Je veux varier, vraiment la disposition de l'interface, sois créatif, vas-y», là, par exemple, hier, j'ai même essayé de demander, bah, allez tente, des dashboards mais plus version jeu vidéo, ce genre de choses avec la gamification. Enfin, voilà, c'est Et ça donnait des choses probantes d'ailleurs, en mode, jeu? ouais, oui, mais pas utilisable vraiment au quotidien, Ouais, oui, mais ça c'est m'a même fait un truc avec un radar et tout ça, ça tournait, il y a une petite animation, enfin, c'était rigolo, mais je me oui, alors dis: je te «Ouais, préviens, je non, vais c'est» pas développer un radar qui tourne, hein, c'est assez mort. non, non, mais en vrai, ça donnait des trucs un peu futuristes, mais je pense que c'est mieux d'aller chercher des inspi plutôt que de dire: «Je veux ça» parce que dans l'idée jeu vidéo, ça m'a fait un truc un peu, cyberpunk machin, alors que j'avais peut-être autre chose en tête, mais c'est mieux d'aller chercher, par exemple, une image sur Pinterest ou d'un site qu'on aime bien ou dire: «Bah, voilà, moi j'aime bien ce style, applique-le tout en gardant les couleurs du podcast» ou ce genre de truc. Mais bonne surprise. Heu, Et sachant qu'au début, quand tu as commencé à jouer avec, tu lui avais donné, bah, tu lui avais donné mon PRD et tu lui avais donné, j'imagine, la charte graphique, bah, du coup, du podcast ouais, directement? filer un logo et en gros, il m'a fait plusieurs, variations et je me suis dit: «Ah bah, c'est celle-là que je préfère dans l'utilisation des couleurs». C'est voilà, c'est celle qui semblait un peu le mieux et à partir de là, bah, j'ai généré d'autres, dispositions d'interface jusqu'à et à faire jouer les polices et ce genre de choses jusqu'à arriver à quelque chose que je trouve, plutôt cool. D'accord. Et tu sais s'ils ont déjà annoncé un peu la couleur du pricing qui va arriver ou pas du tout? Non, du Tu sais tout. pas? J'avoue que je sais pas du tout. Après l'avantage par rapport à, par exemple, du Claude ou ce genre de choses, c'est que Google, bon, bah, voilà, ils ont accès à énormément de templates de design et en fait, c'est vraiment construit pour. Donc c'est pour ça que ça sort un petit peu du classique qu'on peut voir et niveau prix, j'avoue que je sais pas encore. Je le verrai là, en tout cas, pour le LLM qu'ils utilisent, c'est du Gemini, enfin, c'est du Flash
Ouais, Donc c'est rapide, c'est pas forcément ce qui coûte, ch ce qui leur coûte le plus, je pense. Et tu peux utiliser aussi Nano Banana, pour les redesigns de sites, déjà existants. d'accord. Ouais, Mais il y a le Nano, Pro, il y a Gemini Pro aussi, mais je trouvais que j'avais des meilleurs résultats avec le Flash, donc peut-être que c'est ils l'ont un d'accord. peu fine tuné ou pour vraiment générer le HTML et plusieurs variations de HTML. OK. Mais après, on en parlait vite fait tout à l'heure, mais c'est vrai que du coup les 2 points qui m'interrogent là avec, Stitch, c'est de me dire, bah, qu'est-ce que ça donne du Claude, avec des skills? Donc vraiment avec des voilà, des fichiers de compétences pour voir si en termes de design, il peut faire aussi bien ou si, on va dire créatif. Bah, ça, moi, je vais tester côté Dust et je verrai un peu déjà ce que ça donne. Et l'autre truc, que j'ai regardé, c'est notamment, Figma, parce qu'il me semble que Figma a aussi de l'IA qui permet de générer des trucs comme ça. Je sais pas ce qu'ils ont en termes de tarifs et je me demande justement en termes de, bah, de 1re génération et de choses comme ça, ce que ça donne, si c'est C'est aussi, bon, tu vois? mmh, Lovable était c'est pas à mal, tester. aussi, mais bon, Lovable est pas pensé pour faire du enfin, pour te faire exporter les design systems et tout ça. Oui, oui, oui. Mais là, ce que j'aime bien, c'est vraiment on est que sur le design. Il y a Ouais, pas le code, derrière et du coup, on peut itérer sans salir, en fait, le code, fonctionnel et ce genre de choses. Donc c'est vraiment ce qui va servir de squelette pour aller ensuite dans un outil qui est beaucoup plus spécialisé pour développer, quitte à même déjà repasser par un Figma avant pour vraiment d'ailleurs modifier. ouais, ça, c'est ce que j'aimerais bien savoir aussi, c'est justement quand tu l'exportes d'ici pour l'importer dans ton Figma, si l'import se passe bien et après si tu as la main sur tous les éléments ou s'il y a des choses qui sont un peu, Alors, je suis pas voilà. vraiment une utilisatrice de Figma, mais à la limite, je pourrais te passer, je te partagerai le projet, puis tu Ouais, je pourras veux bien essayer juste de regarder. Après moi, je suis une bille en Figma totale, hein, mais plus de se dire, bah, si tu as une petite retouche à faire, parce que l'IA reste capricieuse des fois sur des retouches, sur des petits trucs oui, et voilà, c'est après ça. ça reste des maquettes, hein, donc maquettes derrière, ça veut Oui, dire oui, qu'il faut oui. aller les redévelopper dans l'outil qu'on utilise pour, refaire le design et enfin, alors on peut aller jusqu'au ce qu'on appelle le pixel perfect, donc vraiment reproduire la maquette à l'identique, mais généralement dans la réalité, on va faire des petits ajustements à des endroits pour que ce soit un peu plus, adapté en termes de système et pourquoi je disais ça? Je ne sais plus. Savoir si dans Figma, on peut remodifier un petit peu, Oui et enfin bon, en tout cas, voilà, il y a une version gratuite, hein, déjà de Figma. Moi, ce que j'utilise enfin Figma, je l'utilise pas en pro, je l'utilise en gratuit et tu peux déjà avoir 2 projets, donc importer et voir un peu, ce qu'il y a dedans. Mais c'est intéressant, si derrière, tu vois, tu as besoin de faire des retouches sur une maquette ou une interface parce que ça va pas après coup et que, bah, voilà, on part du principe que de toute façon Stitch va devenir payant et à la consommation, à l'usage. Donc ça pourrait être aussi intéressant potentiellement d'avoir un premier jet dessus et de se dire: «Bon, j'ai deux trois trucs qui me vont pas, mais je vais les retoucher à la main» et plutôt que de faire 10 itérations, pardon, en IA pour qu'il arrive pas ou pas bien à me faire ce que je veux. ça et puis bon, comme on a dit, bon, bah, Claude, il est, par exemple, performant pour faire le code et tout ça derrière, mais ça pourrait être plus intéressant et économique de peut-être déjà faire le design en amont et utiliser vraiment, ces crédits Claude ou voilà, même, si on a un petit abonnement, utiliser Opus, dessus pour gérer que, la partie code du site internet avec le back-end et ce genre de choses. Où lui, il a déjà ce squelette avec les boutons, de savoir, bon, bah, quand j'appuie sur tel bouton, ça m'amène sur telle interface et tout ça de défini avant. Je pense que ça peut un peu plus cadrer le truc. Ah oui, bah, de toute façon, à partir du moment déjà où tu as ton design system et que tu ouais, que tu peux lui donner un peu les interfaces que tu veux dedans, dans tous les cas, que ce soit en vibe coding, pas en vibe coding et cetera, enfin le maquettage avant, ça reste, des une bonne pratique de dev dans tous les cas, quoi. Ouais. Donc là, peut-être à essayer en parallélisant, en essayant les mêmes prompts, voir ce que ça donne, essayer enfin voilà. Ça peut valoir le coup de tenter des petits trucs, sans forcément se dire: «Bah, je me fixe, qu'à cet outil et puis, je fais rien d'autre après». Mais voilà. Ouais. Bah, déjà d'en avoir parlé, ça m'a rappelé que j'avais utilisé mon agent design avec des skills, mais pas les skills pour du vrai design, donc je vais déjà tester comme ça, on verra ce que Claude me fait. Parce qu'après Claude m'avait sorti des trucs,
fonctionnel, mais justement, c'était assez simple, fonctionnel. Là où ce que les premières enfin, en tout cas, les jets que tu as eu avec, Stitch étaient carrément plus sympas, visuellement et c'était vraiment plus, attrayant, tout en restant, utilisable. Bon, j'imagine Oui, que dans c'est le lot, ça. tu as eu des trucs un peu fous, Ouais, ouais, mais ouais. ce que tu as eu à la fin, en tout cas, est vraiment et réalisable et fonctionnel, ce qui reste la priorité quand tu fais un produit. C'est ça et on peut jouer aussi, un truc que j'ai fait, c'est, bah, là, varie un peu les composants qu'il y a dedans pour que le dashboard, les données soient plus visibles en un coup d'œil ou ce genre de choses et à chaque fois, on a 3 variations et on peut aller en itérant petit à petit comme ça et c'est un peu ce que j'aime bien. Dire: «Ah bah non, ça je préfère finalement de comme ça» et forcément, vu qu'on n'est pas dans le design, il faut limite l'avoir devant les yeux pour se dire: «Ah oui, ça j'aime bien», mais je sais pas quel nom, ça a et machin, mais D'accord. Bah, parfait, merci. Est-ce que tu avais, d'autres, je sais pas, si tu avais d'autres outils ou d'autres choses dont tu voulais parler, cette semaine? à l'instant, je suis toujours un peu en exploration, pareil, hein, dans cette idée un peu de résilience, de revenir à moins et bon là, je me rajoute un outil, mais c'est pas vraiment je remplace pas quelque chose donc c'est un peu complémentaire à ce que je voulais faire. Mais toujours un peu Obsidian, continuer de l'utiliser déjà en mode, sans IA, écrire dedans, même, des fois si j'ai du mal, enfin à écrire, bah, ça va être plus en mode dictée vocale. Voilà, j'écris dans mes documents, mais c'est moi qui le fais, donc ça reste, très appréciable et juste pour revenir par rapport au début de l'épisode, j'ai retrouvé le nom de l'effet qui fait qu'on utilise plus une techno, quand les ressources pour l'utiliser, diminuent, c'est l'effet rebond. Ou, le paradoxe de Jevons, quand l'effet rebond dépasse 100 des gains, d'efficacité. C'est vraiment l'extrême et en gros, on en parle vraiment beaucoup dans le numérique. C'est en gros, quand on rend une techno plus efficace, enfin plus rapide et moins coûteuse en ressources, on se dit: «Bah, on va moins l'utiliser ou ça va nous prendre moins d'énergie pour l'utiliser», mais au final, on finit par, démultiplier les usages et la consommation totale, elle grimpe. Par utilisateur ou par utilisation, ça sera moins, mais au final, vu qu'on l'utilise plus, bah, on n'a pas gagné au change et c'est pareil pour la voiture, on a rendu les moteurs plus performants, donc on se dit: «Bah, on va polluer moins», mais non, on roule juste plus. Pareil pour l'avion, donc Ouais. voilà, c'est le nom de cet effet. Mais c'est vrai que c'est Stan, Verju Verjus, je sais Ouais. plus si on prononce son S. Bah, d'ailleurs un ancien no-codeur qui était très fort sur du Glide et d'autres outils qui avait fait un article dessus là, parce que ça fait quelques mois, il s'était mis en mode blog justement à aller un peu prendre un regard un peu plus critique et distant sur, ce qui était en train de se passer et c'est vrai que ouais, il avait fait un petit article sur l'effet rebond. Je regarderai si je l'ai sous la main aussi pour l'ajouter Ah en oui. ligne. Bah, c'est pareil avec l'IA. Est-ce que finalement, on se dit si on la rend plus performante, moins énergivore, bah, au final, on va peut-être juste l'utiliser plus encore et la consommation totale sera plus grande, donc on n'aura pas forcément gagné. Mmh, c'est bien possible. Je pense qu'on peut conclure là-dessus. On a encore fait long, forcément. Oui, pas de oui, mais écoutez, pourtant j'ai faim, hein, donc oui, c'est comme ça. Merci de nous avoir écoutés et on Merci se beaucoup. retrouve la semaine prochaine pour un épisode thématique sur l'IA. Cette fois, on reviendra parler de d'assistants et d'agents IA et on continuera un peu sur la partie revenir aux fondamentaux et comprendre un peu ce qui se passe, dans les outils et dans l'IA de manière générale. On fera, voilà, on parlera plus concret et un peu plus agentique, outils et réglages et ce genre de choses, que voilà, que la semaine dernière, on a parlé vraiment de concepts d'apprentissage, de théorie et de choses comme ça. On a parlé de température déjà, On a qui en parlé de soi est déjà un température. Oui, oui, bah, réglage. après de toute façon, les sujets qu'on a abordés la semaine dernière qui vont revenir et que vous allez mieux comprendre, enfin pas mieux comprendre, mais en tout cas que vous allez, voir comment on les illustre et comment, ils ont de l'impact, justement dans l'utilisation. Merci, bah, du coup, encore à tous et à toutes. N'hésitez pas à venir nous écrire sur LinkedIn, sur Insta ou directement par mail si vous avez des questions, si vous avez des suggestions, si vous voulez qu'on parle de certains sujets, de certains thèmes. Voilà, n'hésitez pas ou en réagissant à cet épisode. Je souhaite à tous et à toutes une bonne journée ou bonne fin de journée selon quand vous nous écouterez. Et salut lui, encore merci de m'avoir accompagné sur Eh cet ben, épisode. salut Manu, merci aussi. Salut.